ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Une nouvelle page informative avec ABC Actu, voici les titres. Le procès Jean-Marc Aboun, l'arrêt définitif de la Cour attendu ce mercredi 6 septembre est reporté au 13 septembre prochain. Le ministère public aurait requis une peine de 3 ans de prison ferme contre lui. C'est un élément à suivre dans ce journal. Sommet africain sur le climat, le Premier ministre Samalou Kondé à Nairobi a plaidé pour un accès équitable et juste au financement. Un élément à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec le chef de l'État qui s'est entretenu avec une délégation de l'Union européenne ce mardi avec à sa tête le commissaire européen à la justice Didier Reynders. Le processus électoral et la sécurité dans l'Est de la RDC étaient au menu des échanges. Kinshasa devra accueillir au premier semestre 2024 une conférence internationale sur la justice internationale. L'annonce a été faite ce mardi 5 septembre 2023 à l'issue de l'audience que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée à une délégation de la Commission de l'Union européenne conduite par Didier Reynders, commissaire européen à la justice. Avec le président, j'ai surtout parlé de la situation sécuritaire, bien entendu, en particulier à l'Est. Et nous voulons organiser, et il en est d'accord, une conférence internationale à Kinshasa au premier semestre de l'année prochaine avec la Cour pénale internationale sur la justice transitionnelle, sur la lutte contre l'impunité. C'est très important de montrer qu'on continue à travailler pour les victimes, contre l'impunité dans toutes les violences qui peuvent se passer, non seulement à l'Est d'ailleurs, mais parfois à d'autres endroits dans la République et à d'autres endroits dans la région. Outre la situation sécuritaire, le président Tshisekedi et ses interlocuteurs ont également parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Bien entendu, nous avons parlé du processus électoral, faire en sorte que le processus soit transparent, crédible et qu'on puisse vraiment donner confiance à la population dans les résultats qui vont venir à la fin du processus. Ces hauts fonctionnaires européens ont enfin fait savoir que son institution travaille en étroite collaboration avec la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et la ministre de la Justice pour moderniser la justice congolaise et accompagner la formation de nouveaux magistrats. Sommet africain sur le climat, le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalou Kondé plaide pour un accès équitable et juste au financement et pour la réduction de la dette économique de la RDC contractée pendant la période de Covid-19. Les changements climatiques sont une menace existentielle pour l'ensemble de l'humanité, y compris pour l'Afrique. Alors, comment faire du continent noir un leader vert et une puissance économique? C'est au fond l'objectif affiché de 54 États du continent, berceau de l'humanité, au sommet africain pour le climat de Nairobi, le premier du genre, d'où son thème, promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde. Il s'agit de tracer une nouvelle voie pour l'action climatique en Afrique et dans le monde en promouvant les énergies renouvelables dont les continents noirs disposent des potentialités immenses. Au deuxième jour de ces sommets, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé, est monté sur la tribune au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour donner la position de la RDC par rapport aux questions soulevées à cette rencontre internationale. Dans une salle bien remplie, en présence de chefs d'État et des gouvernements, des responsables d'entreprises et de représentants de la société civile, Samalou Kondé a proposé 3 ingrédients par rapport aux défis climatiques évoqués par le sommet de Nairobi. Il a en premier lieu plaidé pour un accès des conditions justes et équitables de pays africains au financement devant les aider à promouvoir une croissance verte et développer à l'échelle du continent les énergies renouvelables. En second lieu, le Premier ministre a plaidé pour la solidarité sur des projets d'intérêt commun dans les secteurs des énergies renouvelables. À ces propos, il a cité les cas du projet intégrateur du barrage d'Inga qui attend toujours des financements à ces jours. L'occasion était aussi au chef du gouvernement d'appeler la communauté internationale à la solidarité sur des questions de paix et de sécurité dont souffre notamment la RDC depuis près de 3 décennies dans sa partie orientale. Dans son troisième ingrédient,
Samalou Kondé a proposé pour les solutions innovantes sur les défis environnementaux. Il a évoqué une nouvelle économie du climat axée sur la conservation et la restauration de forêts, mais aussi sur une agriculture susceptible de garantir la santé et la sécurité alimentaire. Soulignons que la RDC, défendant sa position des pays solutions, mise sur ses atouts, à savoir sur ses 155 millions d'hectares de forêts tropicales et son vaste territoire disposant de 80 millions d'hectares de terres arables utiles au développement des grands projets agricoles, sa main-d'œuvre de plus de 50 millions de jeunes, ses tourbières de plus de 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, sa faune et sa flore, classant le pays à la 5e position des puissances mondiales en termes de biodiversité. Ce mercredi 6 septembre 2023, lors de la 3e journée de travaux, il est attendu une déclaration commune des pays africains qui devrait être la position du continent à la COP28 de Dubaï. Économie dans ce journal reçu en audience par Vital Kamere. La Pharmakina sollicite l'implication du gouvernement pour accroître la production et la transformation du quinquina localement. Retour en image. La Pharmakina plaide pour une implication du gouvernement afin d'accroître la production et la transformation du quinquina localement. Reçu le mardi 5 septembre par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le Dr Vital Kamere, le fondateur et manager de la société Alpha Talent Africa, Roland De Corvée, est venu premièrement informer officiellement au gouvernement congolais de l'achat par son entreprise de la totalité de la société Pharmakina dont il dirige désormais les conseils d'administration. Située dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, la société Pharmakina est une société pionnière dans la transformation du quinquina, cette plante à forte vertu curative qui sert de matière première dans la fabrication de la quinine, principal médicament contre le paludisme. La quinine est vraiment un bien congolais, un trésor national. Seulement notre société ne transforme que 20% de ce produit et 80% sont exportés à l'état brut en Inde, où c'est transformé en médicament et ça revient en Afrique. Donc vous allez dans les pays autour du Congo et vous achetez de la quinine qui est faite en Inde, mais qui est faite à partir à 100% de matières premières du Congo. Ceci est aberrant, ceci ne fait aucun sens. Nous avons au Congo cette richesse nationale qu'est l'arbre de quinine qu'il faut industrialiser, qu'il faut transformer. Accompagné par l'administrateur de la Pharmakina, Étienne Erny, et le directeur général Garpreet Kang, le nouveau propriétaire de cette société a été conduit auprès du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, par un grand notable du Sud Kivu, Norbert Basengezi Kantitima, qui connaît à suffisance l'importance capitale qu'accorde Vital Kamere dans le développement de l'industrie pharmaceutique dans la province du Sud Kivu qu'ils ont en commun comme province d'origine. Autre chose, à présent, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a échangé avec l'opposant congolais Adolphe Muzito pendant 2 heures. Leur discussion a tourné autour du processus électoral, la tuerie de Wazalendo à Goma ainsi que le retrait de la MONUSCO. Les échanges entre Adolphe Muzito et Bintou Keïta ont duré près de 2 heures. Au terme des entretiens, rien n'a filtré. Les deux personnalités n'ont pas voulu se livrer à la presse. Pour autant, d'aucuns pensent que les derniers événements de Goma, avec en toile de fond la répression meurtrière de la manifestation anti-MONUSCO des Wazalendo, la guerre d'agression du Rwanda avec ses supplétifs du M23, ainsi que le processus électoral, étaient au menu des entretiens entre le Premier ministre honoraire et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Congo. Même si rien n'a filtré, l'on sait néanmoins que Adolphe Muzito et son nouvel élan ont dans un communiqué daté du 1er septembre 2023 condamné le massacre perpétré à Goma le 30 août dernier par la force spéciale et exigent la diligence d'une enquête indépendante pour établir les responsabilités. Signalons que les échanges entre le leader de Nouvel Élan, parti de la résistance, et la patronne de la mission onusienne au Congo interviennent
au lendemain de la pression du gouvernement congolais sur les Nations Unies pour accélérer le retrait de la force de la MONUSCO du sol congolais avant fin 2023, tel que l'a indiqué le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, dans une correspondance datée du 1er septembre courant, adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. En visite en République démocratique du Congo, le commissaire européen Didier Reynders s'est entretenu avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, autour de la tenue de prochaines élections. Regardez. Comme je l'ai fait avec le président de la Cour constitutionnelle, avec les autorités gouvernementales, avec des membres de l'opposition ou de la société civile, on a évidemment parlé du processus électoral, puisque la République démocratique du Congo entre dans une période très importante dans l'organisation des élections, pas seulement présidentielles, mais législatives, et pour la première fois depuis longtemps, des élections locales. Et la CENI joue un rôle majeur dans l'organisation des élections. Donc, nous avons évidemment parlé du processus qui est devant nous. Je dirais qu'il y a deux points qui nous intéressent tout particulièrement dans l'observation des élections. C'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes. Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote, mais le tout est de voir de quelle manière. Donc, on a échangé sur le sujet. Je pense que la CENI aura l'occasion encore d'expliquer cette évolution de la situation avec les différents partenaires internationaux qu'elle rencontre régulièrement. Et nous allons être très attentifs à cette situation parce que je suis évidemment très favorable à l'idée que l'Union européenne participe au processus à travers sa propre observation. Et donc ça, ce sera à régler dans les prochaines semaines. L'engagement est très clair, en tout cas, d'avancer vers une présentation de l'ensemble des listes électorales dans les délais qui sont prévus par la loi. Donc je pense que dans la fin du mois d'octobre, si les délais sont maintenus, ce que je crois, on aura cette possibilité pour les citoyens de vérifier leur présence dans de bonnes conditions sur les listes électorales. C'est un contrôle important dans tout système démocratique, que chaque citoyen puisse être sûr qu'il a été pris en compte dans les listes électorales correctement. Et puis, il faudra maintenant que la discussion se poursuive sur la manière, je le répète, dont on va publier les résultats. On sait que l'ambition, c'est de publier les résultats par bureau, mais le fait-on au fur et à mesure où les résultats arrivent, le fait-on localement, tout ça va devoir être évidemment établi, mais je crois que le président de la CENI est déterminé à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est notre ambition aussi du côté européen d'accompagner le processus. Il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections. Il ne suffit pas qu'une élection ait lieu, il faut évidemment qu'il y ait une confiance dans le processus et dans les résultats. Et je sais que c'est un travail très très difficile dans un pays particulièrement vaste, dans lequel ne fût-ce que l'enrôlement des électeurs est un enjeu très très difficile. Je l'ai annoncé au sommaire mercredi 6 septembre 2023, date à laquelle la Cour de cassation devrait se prononcer sur le sort de l'honorable Jean-Marc Kabound. Le président du parti politique Alliance pour le changement a vu l'arrêt définitif de la Cour à son sujet être reporté au 13 septembre prochain. Rappelons que parmi les griefs portés contre lui, l'on note la propagation de faux bruits, imputation dommageable et outrage aux constitués. En ce jour, au Sud Kivu, le ministre national de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, a échangé avec le chef de l'exécutif provincial, Théo Ngwabidjekasi, sur des projets de développement dans le domaine de l'électricité et de l'eau dans la province. Une poignée de main suivie d'un sourire, l'image traduit la solennité avec laquelle le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekasi, souhaite la bienvenue au ministre national en charge des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, accompagné du directeur général de la Régie des eaux en séjour à Bukavu. Après les perrons du cabinet du gouverneur, les deux personnalités ont eu un tête-à-tête au cours duquel différents sujets d'intérêt communautaire ont été abordés. C'est notamment dans le domaine de l'amélioration de la desserte en eau et électricité. Des problèmes d'eau qui sévissent dans la ville de Bukavu, particulièrement en cette période finissante de la saison sèche. On espère qu'avec la saison des pluies, il y aura une amélioration
Mais de toutes les manières, le directeur général de la Régie des eaux est aussi présent pour faire cet état des lieux avec ses équipes afin de voir qu'est-ce qui est possible d'améliorer. Dans la capitale provinciale du Sud Kivu, l'agenda du ministre prévoit des rencontres axées sur l'électricité et l'eau, des secteurs vitaux dans lesquels le ministre a salué l'implication personnelle du gouverneur Théo Ngwabidje dans l'amélioration du secteur de l'eau et de l'électricité. Je dois féliciter le gouverneur parce qu'il est très à l'écoute. Il suit énormément toutes ces questions, même de loin. Et c'est toutes ces questions que nous faisons aujourd'hui, c'est le suivi et c'est aussi un état des lieux. Peu après, le gouverneur a reçu en audience le nouveau directeur provincial de l'Office congolais de contrôle, venu présenter ses civilités et obtenir la bénédiction de l'autorité provinciale. C'est dans ce cadre que l'honorable Mwanza Ami Sissingoma, en séjour à Bukavu, est venu aussi présenter ses civilités. Juste après, c'est dans la salle des réunions du gouvernorat où le gouverneur Théo Ngwabidje a échangé avec différents responsables des chaînes de radio et télévision. Ils ont échangé à bâton rompu sur divers problèmes qui gangrènent leur secteur, surtout dans le paiement des taxes dues à l'État. Le gouverneur Théo Ngwabidje a résolu ces problèmes qui les opposaient avec les administrations. L'autorité provinciale les a rassurés qu'aucun média en province du Sud Kivu ne peut faire l'objet de scellage. D'une province à une autre, s'exprimant devant les fidèles catholiques à Bunia, Monseigneur Dieudonné Ouringui exhorte les filles et fils itouriens qui détiennent les armes dans la brousse à les déposer et à revenir à la raison pour la reconstruction de la province. Regardez. Les armes sans condition. Il s'agit des Codeco, il s'agit des Zaïre, il s'agit des FRPI. Il s'agit de Chinia Kilima déposer les armes. On en a marre, on a tout détruit, on a tué nos enfants, nos frères pour rien. Il est temps de nous unir pour bâtir la paix et travailler au développement de notre riche province Ituri. Pendant que nous nous entretuons entre nous, ce sont les autres qui profitent de nos richesses. À Kinshasa, des maisons en étage poussent. De l'Ituri, 60, 100 véhicules montent sur les bateaux pour aller à Kinshasa. Ça, nous avons vu de nos propres yeux. On continue à nous tuer. On va faire à Nairobi. C'est ici, à Bunia, que Codeco, Chinia Kilima, Zaïre, FF devraient se réunir pour dire nous jetons les armes. Pas aller à Nairobi, ça n'apporte rien. Réveillons, nous ne dormons pas. Levez-vous avec des armes pacifiques. Pas les armes de guerre, mais vous-même parlez et agissez. Alors nous aurons la paix et le développement chez nous. Chers frères et sœurs, que ce jour soit le témoin de notre détermination à faire échec à tout projet de diviser notre pays pour des intérêts étrangers, non à la balkanisation, non. Dans les registres santé, c'est officiel, la maternité et le soin de nouveau-nés en RDC sont désormais gratuits. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé ces programmes mardi 5 septembre à Kinshasa. Une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue dans le chef de la population congolaise, Ludovic Kalengai, coordonnateur national de l'ONG, programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation, a dit un mot à ces sujets. Il est joint au téléphone par Ursine Mavambo. Le projet de la gratuité de la maternité, donc la couverture sanitaire, est un bon projet qui va aider le pays.
Sauf qu'il faudrait que tous les mécanismes puissent être mis en place. Notamment, je vous rappelle que la ville-province de Kinshasa compte 35 zones de santé et il faudrait aussi essayer de tenir compte des infrastructures sanitaires dans différentes zones de santé. Quelles sont les structures sanitaires qui sont prises en charge, la liste et aussi les conditions peuvent permettre à ce que la femme puisse accoucher dans des bonnes conditions, il faudrait le savoir. Essayer d'éliminer aussi les différentes communes où il y a un taux élevé de naissance, par exemple comme la commune de Kisenso, Kimbanseke et consorts. Essayer un peu de réduire les structures sanitaires dans ces différentes structures sanitaires. Essayer de renforcer aussi l'information sur la planification familiale, parce que vous devrez savoir que tant que le taux de naissance est élevé, le taux de décès aussi est élevé. Donc la femme ne doit pas se dire qu'il faudrait simplement qu'elle puisse accoucher gratuitement, mais elle doit tenir compte aussi de la planification familiale, qui est aussi un facteur du développement dans un pays, parce qu'on aura à maîtriser maintenant la démographie. Et moi, je pense aussi que c'est un facteur important, c'est qui permettra aussi que dans différentes structures sanitaires, ainsi que dans différentes zones de santé, nous avons une cartographie et le nombre exact des naissances par jour, par heure, par mois, par semaine, qui va nous permettre maintenant aussi de bien renforcer de l'information sur la planification familiale. C'est pour cela que nous appelons tous les leaders de la société civile, les leaders d'opinion, d'accompagner le pays dans ce projet. On ne doit pas se lancer simplement dans des campagnes politiques pour essayer de combattre. Non, comme nous, le PMVS, on va proposer aussi des stratégies d'intervention pour expliquer l'importance de la gratuité sanitaire de la maternité, dirais-je. Cette nouvelle boucle ce journal, place au rappel de titre. Le procès Jean-Marc Abound, l'arrêt définitif de la Cour attendu ce mercredi 6 septembre est reporté au 13 septembre prochain. Le ministère public aurait requis une peine de 3 ans de prison ferme contre lui. Vous l'avez suivi dans ce journal. Sommet africain sur le climat, le Premier ministre Samalou Kondé à Nairobi a plaidé pour un accès équitable et juste au financement. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Fin de cette session d'information. Merci à tous de nous avoir suivis.